Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Moi, je pense que la société, elle est surtout faite par les hommes. Les lois sont votées par les hommes. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Franchement, rien du tout. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle. Bonjour à chacun et chacune. Je suis Jocelyne Adrian-Meptoul et je vous remercie d'être au rendez-vous du podcast Femmes engagées, produit et réalisé par Femmes du Monde et réciproquement, l'organisme basé à Paris qui s'intéresse aux droits des femmes à l'international et donne la parole à des femmes engagées aux quatre coins de notre planète. Partout dans le monde, les droits des femmes sont en recul, au même rythme que régressent les démocraties au profit de dictatures et autres autocraties, politiques ou religieuses. Elles vont d'abord nous raconter leur parcours professionnel, militant et personnel. Et ensuite, pour finir sur une note plus légère, elles répondront à un petit questionnaire de Proust, revisité par Femmes du Monde et réciproquement. Bonjour à tous et à toutes, vous êtes dans la série Profession ministre du podcast Femmes engagées. Cette série recueille le témoignage d'une dizaine de femmes politiques ayant occupé le poste ô combien sensible de ministre des droits des femmes. Aujourd'hui, nous recevons Laurence Rossignol, qui fut ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes de février 2016 à mai 2017. Bonjour Madame la Ministre, chère Laurence. Bonjour. Vous êtes sénatrice et vice-présidente de la délégation aux droits des femmes au Sénat. Cette chambre haute du Parlement que vous connaissez bien puisque vous y siégez depuis votre première élection en 2011. Vous en avez même été vice-présidente. Pour vous présenter en quelques mots, on peut dire que vous vous engagez très tôt, dès vos études de droit dans le militantisme syndical et féministe. Dès cette période, vous participez activement à la lutte contre le viol et les violences faites aux femmes, je crois. Puis vous entrez en politique au Parti socialiste dès 1981, où vous ferez toute votre carrière politique de conseillère régionale ou municipale à votre entrée au gouvernement, comme secrétaire d'État puis ministre de plein exercice. Et c'est évidemment ce mandat qui nous intéresse en particulier dans ce podcast. Est-ce que vous considérez que un peu plus d'un an, c'est pas un peu court pour mener une action de fond? Je vous suis depuis suffisamment longtemps pour savoir que vous avez fait beaucoup de choses et que vous continuez à faire pour les droits des femmes. Qu'est-ce que vous avez eu le temps de réaliser qui, selon vous, a vraiment fait avancer les droits des femmes? Alors bien sûr, c'est trop court de n'avoir qu'une quinzaine de mois pour concevoir et déployer une politique. D'autant que moi, j'arrive à un moment particulier, c'est-à-dire que je suis secrétaire d'État chargée de l'enfance, des familles et des personnes âgées. Et puis, Manuel Valls, Premier ministre à l'époque, a en tête que je devrais prendre en charge les droits des femmes. Et François Hollande, président de la République, considère quant à lui que je suis une bonne secrétaire d'État chargée des familles, dans la mesure où après le mariage pour tous et les manifestations de la manif pour tous, j'ai ramené à ses yeux la paix dans les relations entre les institutions et les associations familiales. Je veux dire, dans la paix dans les familles, c'est ça? Voilà. Donc François Hollande est d'accord pour que je m'occupe des droits des femmes, mais il veut pas que je lâche la famille. Donc une petite discussion avec le président de la République où je dis je vais prendre famille, enfance et droits des femmes. Le président de la République fait remarquer assez finement que cette titulature peut provoquer des critiques, et je me rappelle lui avoir répondu non parce que c'est moi. Et je me retrouve donc ministre de plein exercice chargé des familles, de l'enfance et des droits des femmes. Évidemment, une partie des militantes féministes grimpe au rideau en expliquant que c'est une titulature quasi pétiniste. Et je leur fais la même réponse qu'au président de la République. Je fais une grande interview à ce moment-là. Mais vous verrez, parce que c'est moi, c'est-à-dire que entre d'autres mains que les miennes, ça peut être effectivement une dérive et une dissolution des questions féministes dans les questions familiales, mais comme c'est moi, ça ne se passera pas comme ça. Et je pense que pourquoi je reviens là-dessus? Parce que cette triple responsabilité, elle a permis de faire le lien
entre les différentes violences sexuelles et patriarcales que subissent les femmes et les enfants. Et je pense que il y a une étape qui a été franchie et qui a d'ailleurs été très profitable, à mon sens, aux droits de l'enfant. Et c'est ça qui fait que pendant 15 mois, je vais développer une approche féministe des questions, bien entendu, relatives aux droits des femmes, mais aussi des questions relatives à la protection des enfants et aussi des questions de politique familiale. Et je pense que c'est une étape supplémentaire, voilà, qui a été franchie. Bien sûr, j'aurais voulu faire plus, mais j'avais un cabinet formidable, fait à la fois de hautes fonctionnaires, de filles extrêmement compétentes et extrêmement engagées sur les questions féministes ou sur les questions de protection de l'enfance. Et je pense qu'en 15 mois, on a fait le maximum de ce qu'on pouvait faire dans un laps de temps aussi court. Et surtout à partir d'un moment donné, je me suis rendu compte que on allait changer de gouvernement en 2017 après l'élection présidentielle et qu'il fallait que je laisse des choses engagées déjà, débuter, pour que mes successeurs trouvent dans les tiroirs de quoi poursuivre la politique qui avait été lancée. Et je pense, vous allez nous dire tout ce qui vous paraît avoir été très positif, mais je pense notamment évidemment à la loi sur l'abolition du système prostitutionnel en 2016. Je pense aussi, pour prendre des grands exemples comme ça un peu médiatiques, votre campagne sexisme, pas notre genre. Absolument. Bien entendu, c'est moi qui étais ministre quand la loi sur l'abolition du système prostitutionnel a été définitivement votée. C'est une loi qui a quand même nécessité 3 ministres successives, tellement ça a été long. J'étais rapporteur de cette proposition de loi au Sénat quand Najat Vallaud-Belkacem est à l'époque ministre des Droits des Femmes, et j'ai après quitté le poste de rapporteur parce que je suis rentrée au gouvernement, et j'ai fini ce parcours législatif en tant que ministre. Donc c'est vraiment un parcours long et avec une certaine continuité pour moi. Oui, ça a été une loi importante. C'est pas la seule. Il y a aussi celle sur la création d'un délit d'entrave numérique à l'avortement. Oui. Qui a étendu le délit d'entrave qui était considéré comme visant les militants anti-IVG qui s'enchaînaient aux portes des centres d'orthogénie. Et on a étendu ce délit d'entrave. Et puis, il y a beaucoup de choses qui ont été faites qui ne sont pas forcément législatives, parce que on retient les lois en général dans les moments ministériels, mais il y a tout un travail qui n'est pas législatif, tout n'est pas dans la loi, et d'ailleurs ce qui est dans la loi n'est pas forcément appliqué. J'y reviendrai sur la loi sur le système constitutionnel. Dans les choses dont je suis assez fière, c'est d'avoir fait bouger la chancellerie sur le syndrome d'aliénation parentale, par exemple, d'avoir obtenu du garde des Sceaux la première circulaire indiquant aux magistrats qu'ils ne pouvaient pas utiliser dans leur jugement particulier sur les divorces le concept du syndrome d'aliénation parentale qui n'a aucun fondement scientifique. Et puis, le ministère des droits des femmes est un ministère particulier parce que c'est un ministère d'interministériel. C'est-à-dire qu'en fait, la ministre des droits des femmes, elle a peu d'outils. C'est-à-dire que pour développer des politiques d'égalité, des politiques de lutte contre les violences, on est toujours tributaire d'un autre ministère. Une partie importante en ce qui concerne les féminicides, le traitement judiciaire des violences sexuelles est entre les mains du garde des Sceaux. Ce qui concerne l'égalité professionnelle est entre les mains du ministre du Travail ou de la ministre du Travail et du ministre chargé des entreprises, de l'économie, donc c'est à la fois à Bercy et au ministère du Travail. Et tout ce qui concerne les droits sexuels et reproductifs, par exemple, est en grande partie entre les mains du ministre de la Santé. Donc c'est un ministère où il faut en permanence aller tirer la manche des collègues ministres pour qu'ils intègrent les politiques d'égalité ou les politiques féministes dans leur propre politique. C'est pas forcément visible, mais c'est très utile. Et c'est comme ça que ça se déploie. Ministre des droits des femmes en elle-même, elle a une administration, le service des droits des femmes et de l'égalité. Cette administration-là, elle permet pas à elle toute seule de faire tout bouger. Il faut aller chercher dans les autres administrations. Très bien. Parce qu'il y a eu très peu de ministres de plein exercice qui avaient la charge des droits des femmes. Najat Vallaud-Belkacem était ministre de plein exercice. Ensuite, Pascal Boitard était auprès de Marisol Touraine à la santé. Ensuite, on a bien vu que ça allait pas. Voilà. Donc, le gouvernement est revenu
en 2016 un ministère de plein exercice. Je pense qu'après, il y en a eu certaines, mais qui étaient mis... En fait, ministre délégué. Oui, mais ministre délégué auprès du Premier ministre, c'est pas mal non plus. Voilà. Parce que on a là le parapluie de Matignon, ministre délégué auprès du Premier ministre, c'est aussi une façon... Je ne sais pas dire quelle est la titulature qui donne le plus de marge de manœuvre. Est-ce que c'est d'être ministre délégué auprès du Premier ministre et d'agir avec la force que donne le fait d'être délégué auprès du PM, ou est-ce que c'est d'être ministre de plein exercice, mais un peu dans l'indifférence des collègues. Voilà. Ça, c'est sûr que secrétaire d'État, ça va pas. Mais pour les deux autres, ça dépend. C'est intéressant votre point de vue parce que je pensais qu'au contraire, ministre de plein exercice, c'était quand même la reconnaissance pleine et entière de ce portefeuille comme en fait, tout ça est assez théorique parce que la réalité, ce qui fait la différence, c'est avant toute chose l'engagement de l'ensemble du gouvernement sur les questions féministes. Oui. Si vous êtes à la marge chargé d'un secteur qui n'intéresse personne, que vous soyez de plein exercice ou quoi que ce soit, ça change pas grand-chose. Ce qui compte, c'est le poids du Premier ministre, du Président de la République sur ces sujets et la manière dont on peut être exigeant et avoir de l'autorité sur les ministres qui ont un certain nombre d'outils entre les mains. Très bien. Et donc, dans tout ce que vous avez mis en place ou poursuivi ou amorcé, quelle est selon vous votre principale réussite en tant que ministre des Droits des Femmes ? C'est très difficile à dire. Je pense que vraiment ma première réussite, c'est d'avoir fait l'articulation famille, enfance et droits des femmes. C'est d'avoir pu utiliser tout le savoir qui s'était construit autour des violences faites aux femmes, c'est-à-dire des violences patriarcales, pour utiliser ce savoir pour lutter contre les violences faites aux enfants. Donc pour moi, c'est assez global. Alors, non, je suis fière effectivement des lois qui ont été adoptées. Il y a une chose dont je suis assez fière, c'est d'avoir, dès le début, au ministère des Droits des Femmes, installé un rendez-vous mensuel, très régulier, avec l'ensemble des associations qui interviennent dans le champ de l'égalité ou des droits, et d'avoir mis autour de la table des associations, des réseaux qui ne se connaissaient pas. C'est-à-dire le planning familial et les femmes de la finance. Le planning familial et les réseaux de femmes d'entreprise, par exemple, qui étaient des associations qui n'avaient pas l'habitude de se croiser. Chacune dans leur couloir. Qui étaient chacune dans leur couloir. Et on a organisé ces rencontres régulières pour, avec à l'ordre du jour les questions féministes et pour permettre à la fois aux gens de se connaître. Et en fait, quand on a lancé la campagne contre le sexisme, sexisme pas notre genre, on l'a fait appuyer sur ce réseau associatif. Et ce réseau associatif a perduré. C'est-à-dire que après 2017, ce réseau a donné Ensemble contre le sexisme, qui est un réseau associatif qui est vraiment né des petits déjeuners au ministère et qui a été pérennisé. Moi, je savais que mon temps serait compté. Ce qui était important pour moi, c'était de mettre des choses qui me survivraient. Il faut se rappeler politiquement quel était le climat. On était à un moment donné, on pensait que Fillon pouvait devenir président de la République. Donc on aurait une extrêmement grande offensive de la droite réactionnaire contre le mouvement féministe et contre les acquis des droits des femmes. Donc j'ai conçu l'exercice de mon ministère dans l'idée qu'il fallait sécuriser pour l'avenir et renforcer le mouvement féministe qui serait peut-être en difficulté après 2017. En fait, les choses se sont pas du tout passées comme ça, parce que c'est pas François Fillon qui a été élu, ça chacun le sait. Et surtout, il y a eu quelques mois après MeToo. J'ai vu MeToo, je me dis, oh là là, quelle chance d'être ministre des Droits des Femmes avec MeToo, c'est un boulevard, voilà, c'est vraiment, c'est formidable. D'ailleurs, il y a eu le Grenelle des violences faites aux femmes, qui a aussi profiter du mouvement MeToo. C'est-à-dire que c'est devenu un sujet de société alors qu'avant c'était un sujet de féministe, les droits des femmes. Enfin, ça montait, ça a commencé à monter. Ce qui est important, c'est ce qui a été pérennisé. C'est ce qui m'a survécu.
Et à contrario, est-ce que vous considérez que vous avez eu un échec ou des échecs, ou des choses que vous n'avez pas pu mener là où vous auriez voulu les mener? Bien sûr, des frustrations énormes. J'aurais voulu être ministre de tous les ministères pour pouvoir... Mais oui, c'est ce que je disais il y a un instant, c'est-à-dire que dès lors que le passage à l'acte pour mettre en place les politiques d'égalité ou les politiques féministes est entre les mains d'autres directions d'administration et d'autres ministres, j'aurais voulu être ministre de tout pour pouvoir tout faire. Ça, c'est une chose. Et puis les frustrations, c'est celle aussi du fait que il suffit pas de faire voter des lois. Encore faut-il ensuite que les gouvernements veuillent les appliquer. C'est la frustration que j'ai sur la loi de 2016 sur le système prostitutionnel. C'est-à-dire que je n'ai jamais entendu un ministre de l'Intérieur, lors des réunions régulières que le ministre de l'Intérieur traîne avec les préfets, dire voilà, cette année la priorité, ça va être la lutte contre l'exploitation sexuelle des femmes et des enfants. Nous avons une loi, je vous demande de faire du chiffre en matière de contravention à l'encontre des clients. Ça n'est jamais arrivé. D'autant que, pour la loi de 2016, il y a toujours du côté Place Beauvau une bonne raison de pas faire autant qu'on devrait faire. 2015, évidemment, c'était le terrorisme. Aujourd'hui, c'est le narcotrafic. Il y a toujours une bonne raison de mettre les forces de police sur d'autres priorités que la lutte contre l'achat de services sexuels. Donc ça, c'est une grosse frustration. Et surtout, la deuxième frustration, c'est que les moyens de police et de justice sont insuffisamment, sont pas à la hauteur de tout ce nouveau champ, à la fois d'enquête, de poursuites judiciaires, que les femmes exigent de la justice, c'est-à-dire faire condamner les violeurs, faire condamner les auteurs de violences conjugales. On n'a pas de problème de loi, en fait, en France. On a une définition du viol qui est très bien, on a une loi sur le système prostitutionnel, mais pour poursuivre les violeurs, il faut des enquêteurs. Voilà, s'il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de poursuite. Et quand on arrive au parquet, si les procureurs n'ont pas un dossier suffisamment solide pour aller pour être sûr que ça se termine par une condamnation, en fait, ils classent sans suite. Les parquets ne classent pas sans suite par indifférence à l'encontre des violences sexuelles. C'est fini ce temps-là. Ce temps-là a existé, c'est plus ça. Maintenant, ils classent sans suite parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'éléments de preuve pour être sûrs d'obtenir des condamnations. Donc, ils privilégient les dossiers solides au détriment de tous les autres qui auraient nécessité des enquêtes bien plus poussées. En 2026, donc pour les années à venir, quelle est pour vous la priorité des priorités pour les droits des femmes en France et plus globalement dans le monde? La priorité des priorités se trouve aujourd'hui sur les questions sociales. C'est-à-dire que depuis MeToo, nous avons une séquence qui est une séquence formidable, mais qui est une séquence autour du corps. Et nous avons maintenant besoin d'une séquence sociale. C'est-à-dire que faut chercher qu'est-ce qui est commun à toutes les femmes, qu'est-ce qui les rassemble. Les violences, incontestablement, qui sont transclassistes, violences sexuelles ou violences par compagnon ou ex-compagnon. Et ensuite, les questions de pouvoir d'achat, les questions de rémunération, les questions qui sont liées à la sous-rémunération des métiers à haute proportion féminine. C'est ça, aujourd'hui, qui me paraît le plus important. À défaut de faire ça, on se coupe d'une partie des femmes, dont on le voit bien dans les enquêtes d'opinion, dont la première préoccupation est d'abord leur niveau de salaire, leur pouvoir d'achat pour élever leurs enfants, d'où le fait que la question des familles monoparentales. Et alors, dans les choses que j'ai portées et qui ont été permises par la synthèse de Femmes, Enfance, Famille, on a engagé le travail sur les familles monoparentales. C'est-à-dire qu'on a fait des familles monoparentales une priorité en termes de politique familiale dès 2016. Alors après, c'est des processus lents, voilà. Mais aujourd'hui, on voit que la question de la famille monoparentale est devenue un sujet de politique publique et de militance aussi, parce qu'il y a des associations de mères monoparentales qui sont là. Donc, je pense que la question majeure aujourd'hui, c'est la question du pouvoir d'achat et la question de la juste rémunération des métiers féminins. La deuxième question qui me paraît aussi importante est la question de la laïcité. Voilà, parce qu'elle se pose dans de nombreux pays. C'est d'arriver à partager cette conviction qui est la mienne, que la laïcité est la meilleure amie
de l'émancipation des femmes. Et que cette espèce de complaisance qu'on a vu s'installer à l'égard des injonctions religieuses n'est pas une question de liberté personnelle, de foi ou tout ça, c'est une question d'atteinte à l'émancipation des femmes. Très bien. On passe, si vous voulez, à la deuxième partie de cet entretien. Est-ce que vous pourriez évoquer votre parcours plus personnel, c'est-à-dire ce qui vous a conduit à devenir la femme politique que vous êtes? En fait, il y a une espèce d'évidence féministe pour moi. D'abord, je suis née dans un milieu où les femmes lisaient de la littérature féministe, classe moyenne, enseignants, ma mère était infirmière, des femmes qui avaient fait des études, qui lisaient de la littérature féministe. Quand j'avais 12-13 ans, que je suis sortie de la bibliothèque verte pour passer à la littérature adulte, les premiers livres qu'on m'a donnés ont été Benoît et Flora Groult, Albertine Sarrazin, Simone de Beauvoir, voilà, pas que, on avait le droit de dire. Vous avez eu une éducation musclée de ce côté-là, donc finalement, sur le féminisme. Oui, musclée, mais en même temps assez évidente. Enfin, voilà. Donc, il y a une espèce d'évidence féministe. Je suis quand même d'une génération où les inégalités entre les filles et les garçons étaient visibles. Voilà, je me rappelle très bien peut-être ce qui a été ma première grande rébellion. J'avais une copine qui avait 3 frères et j'allais la chercher pour qu'on aille se balader ou jouer, enfin bon. Et il fallait qu'elle fasse les lits de ses frères avant de sortir le matin. Et je me dis, mais c'est quoi cette histoire de faire les lits de tes frères? Ils peuvent pas faire leur lit, ces gros feignants. Et pourquoi toi voilà. Et là, donc, je voyais, en fait, j'ai toujours vu les inégalités, j'ai toujours porté les bonnes lunettes d'un certain point de vue, les lunettes qui permettent de voir les inégalités de genre dans leur réalité. Et pas les lunettes que portait beaucoup de monde, qui étaient des lunettes qui effaçaient les inégalités de genre. Donc après, j'ai milité, comme j'étais militante, je suis arrivée à la fac et j'ai rencontré des groupes féministes, bon, et c'était pour moi une espèce d'évidence, et je ne sais pas comment j'aurais pu ne pas être féministe. Quel aurait été mon engagement de femme de gauche sans être féministe, c'est-à-dire avec un pan entier de l'égalité, puisque c'est le projet de la gauche, c'est l'égalité entre les êtres humains. Comment un pan entier de ces inégalités peut être autant ignoré? D'ailleurs, je me pose plus de questions. En fait, pour répondre à votre question, la question c'est pas comment devient-on féministe, c'est comment peut-on faire pour ne pas l'être. Très bien. Bon, voilà, vous avez répondu parfaitement. J'ai l'habitude de terminer cet entretien par un petit questionnaire à la manière de Proust, revisité par Femmes du Monde et réciproquement. Quel est le principal trait de votre caractère? Je pense que j'ai du culot. C'est-à-dire que j'ai pas peur de grand-chose et je suis bavarde. Et j'ai pas peur de me confronter avec l'ordre établi, avec la pensée dominante. Je crois que c'est ça mon principal trait de caractère. Et quel est ça peut être très différent, quelle est votre principale qualité, quel est votre principal défaut? Je pense que ma qualité, c'est que j'ai une facilité oratoire. Voilà, je m'exprime facilement et de manière assez réactive. Mon principal défaut, c'est le pendant de mes qualités, c'est que je pense toujours que je vais m'en sortir. J'ai toujours l'idée que, je vais y arriver, je vais retomber sur mes pieds. Et à peu près, c'est ce qui se passe, non? Quand ça se passe pas, on n'en parle pas. Qu'est-ce que vous appréciez le plus chez les autres? La curiosité pour les êtres humains. Quelle réforme politique a, selon vous, amélioré la société en général? La sécurité sociale. Quelle définition vous pourriez donner de la France? La République. Et comment décririez-vous les Français et les Françaises en 2 mots? Jusqu'à présent, le plus souvent, les Français finissent toujours par faire le bon choix. Si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous feriez? Je transformerais tous les hommes en hommes féministes. Quelle bonne idée! Changeons de sujet. Quelle cuisine vous aimez? La cuisine italienne. La cuisine italienne. Et avez-vous un plat favori? Des calamari fritti. Quelle est la couleur que vous préférez et pourquoi? Tout ce qui est entre bleu, vert, toute la gamme des bleus. Pourquoi? Probablement parce que quand j'étais petite, on disait bon, comme elle a des yeux bleus, on va lui mettre des vêtements bleus. Oui, c'est pour assortir. Voilà, c'est pour assortir.
Vos auteurs et autrices, artistes préférés, mais dans tous les domaines. Balzac, incontestablement en littérature. Brassens en chanson. Paul McCartney. En chanson française et variété, Véronique Sanson. Ah, vous avez raison. Si vous étiez un mot, Farandole. que c'est original. Si vous étiez un lieu ou un monument, Un lieu, le massif de l'Oison. si vous étiez une odeur ou un parfum, L'amande. Le parfum de l'amande. est-ce que vous avez une devise, un mantra qui vous sert de guide dans la vie? Oui. Celui de la reine d'Angleterre. Never explain, never complain. Ne jamais se sentir obligé de se justifier et ne jamais se plaindre. Dernière question. Quelle est la question que vous auriez aimé que je vous pose? Est-ce que je suis optimiste? Alors, êtes-vous optimiste, Laurence Rossignol? Non. 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 C'est probablement parce que je ne suis pas d'une nature optimiste sur l'état du monde que ça décuple ma rage et ma détermination. Voilà. Eh bien, c'est un beau mot de la fin. Merci beaucoup, chère Laurence Rossignol. Merci à vous. Et pour nos auditeurs et auditrices, rendez-vous au prochain épisode de Profession Ministre. Vous venez d'entendre le podcast Femmes engagées, produit par Femmes du Monde et réciproquement, qui offre un micro aux femmes engagées partout dans le monde afin de faire entendre leur voix en toute liberté. Le podcast Femmes engagées est enregistré soit dans le studio La Poudre de la Cité Audacieuse, soit en micro nomade. J'ai eu le plaisir d'animer notre podcast Femmes engagées avec la participation de toute l'équipe de Femmes du Monde et réciproquement. Merci à Marie Cholet, Léa Robert, Huguette Klein, Mathieu de la Souchère, Flore Lefebvre, Anita Nicolas Bruder, Sophie Pouget-Larabi, Camille Goasduf, Hermine de Moissac, Okulani, Panerio Langer. La musique et le montage sont assurés par Thomas Dor. Un grand merci à lui. Merci à chacun et chacune pour votre écoute. Et rendez-vous au prochain épisode. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Moi, je pense que la société, elle est surtout faite par les hommes. Les lois sont votées par les hommes. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Franchement, rien, rien du tout. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle.